Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Aujourd'hui, on va voir comment on va faire de l'évasion logicielle sur les antivirus et les machines virtuelles en chiffrant et en déchiffrant la charge utile via un chiffrement par bloc basé sur la multiplication modulaire. Tout ça en C++. Donc bonjour passionnés de cybersécurité de Hacker Blanc. Donc cet article c'est le résultat des propres recherches de Cocomelon ainsi que d'autres personnes sur la tentative d'évasion des moteurs d'antivirus via le chiffrement de la charge utile avec une logique de chiffrement modulaire basée sur la multiplication. Comme d'habitude, en explorant divers algorithmes de chiffrement, j'ai décidé de vérifier ce qui se passerait si nous appliquons cela pour chiffrer et déchiffrer la charge utile. Donc qu'est-ce que c'est un chiffrement par bloc basé sur la multiplication modulaire? Donc un chiffrement par bloc basé sur la multiplication modulaire, c'est un type de chiffrement par bloc à clé symétrique. Ça veut dire qu'il va utiliser la même clé que pour chiffrer et déchiffrer, qui utilise l'option mathématique de la multiplication modulaire comme principale méthode de chiffrement. Alors, la multiplication modulaire, c'est une opération facile à calculer dans un sens, mais difficile à inverser sans connaître une valeur secrète spécifique. Oui, en fait, on va utiliser des valeurs secrètes, on va utiliser la multiplication et on va utiliser certaines constantes, ce qui la rend adaptée à des fins de chiffrement. Dans un chiffrement par bloc basé sur la multiplication modulaire, le texte en clair est divisé en blocs de taille fixe et chaque bloc est ensuite chiffré à l'aide d'une opération de multiplication modulaire. Ouais, c'est comme beaucoup d'algorithmes de chiffrement par bloc, hein, c'est comme le chiffrement AES. C'est des chiffrements où on va chiffrer certaines données par bloc constante. Hein. Les blocs font tous la même taille. L'opérateur de multiplication modulaire se compose de deux parties, un multiplicateur et un module. Alors, le multiplicateur, c'est un nombre par lequel le texte en clair va être multiplié, et le module, c'est le nombre par lequel le produit résultant est divisé par pour obtenir le reste. En fait, c'est simplement un modulo. Et ce reste du bloc du texte est chiffré. Le processus de déchiffrement implique une opération de multiplication modulaire inverse, donc on fait l'opération inverse. Connaître le module et le multiplicateur permet de récupérer le texte en clair d'origine à partir d'un bloc de texte chiffré. Donc on aura certaines constantes qui seront connues. La sécurité d'un chiffrement par bloc basé sur la multiplication modulaire repose sur le choix d'un multiplicateur qui possède certaines propriétés mathématiques relatives au module. Par exemple, le multiplicateur et le module doivent être en premier entre eux, signifie qu'ils ne partagent aucun diviseur commun entre un autre que 1. En fait, c'est pour éviter qu'on réussisse à reverser l'algorithme facilement, qu'on arrive à déchiffrer facilement ou à casser le code. Alors, ce type de chiffrement par bloc est assez simple à mettre en œuvre et à comprendre. Il peut fournir un niveau de sécurité raisonnable si le multiplicateur et le module sont choisis avec soin. Donc ça, c'est les deux constantes super importantes à choisir. Cependant, il n'est pas aussi sécurisé que le chiffrement par bloc complexe tel que l'AES et n'est généralement pas utilisé dans les applications de haute sécurité. Il n'y a pas de principe de décalage, de blocs, de runes, etc. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup moins sécurisé. Alors là, on va voir un exemple pratique. Donc on va concevoir et mettre en œuvre un chiffrement par bloc modulaire, sécurisé basé sur la multiplication à partir de 0, est une tâche complexe qui nécessite des connaissances avancées en cryptographie. C'est souvent des compétences mathématiques qu'il faut avoir et voir en principe comment ça fonctionne dedans. Alors voici une implémentation simple, mais pas du tout sécurisée. Hein. N'utilisez surtout pas pour sécuriser des textes que vous voulez cacher ou des données importantes que vous voulez chiffrer. D'un chiffrement basé sur la multiplication. Pour plus de simplicité, mon code implémente un chiffrement de flux au lieu d'un chiffrement par bloc. Donc en fait, il va chiffrer tout d'un coup. Alors là, on voit bien, on a nos constantes, dans define multiplier. Donc on a une constante qui est 1, 2, 3, 4, 5 et on a un incrément qui est 6, 7, 8, 9. C'est pas terrible, mais bon, on va mettre ça. On va générer un seed et parce qu'en fait, on va générer un nombre pseudo-aléatoire. Donc on va utiliser une graine de départ pour générer les nombres aléatoires, que ce soit plus sécurisé. Donc on a un next random qui génère un pseudo aléatoire, donc en faisant la multiplication, comme on dit, multiplication modulaire, là, avec la constante, avec un état qui va changer évidemment, et avec un incrément. Donc multiplication plus addition, et on retourne l'état. Et après, hop, ça va être remultiplié à chaque fois par ce nombre-là, et additionné. On a la fonction qui chiffre, donc il prend les données, la longueur de la donnée, et il va chiffrer un octet à la fois
Donc il va prendre le nombre aléatoire. Donc dedans, avec le nombre aléatoire là qui a été généré avec le multiplier, le stat et l'incrément. Dedans, il met un filtre. Donc il fait un masque. Donc pour récupérer seulement les derniers octets, donc les octets les plus significatifs. Et par-dessus, il applique un ou exclusif sur les données. Et voici comment c'est chiffré. Alors là, on a le déchiffrement qui fait la même chose que le chiffrement qui en fait ça fait l'opération inverse. Là, ce code implémente un générateur concurrentiel linéaire, le LGE, très simple. En tant que générateur de nombres pseudo-aléatoires PRNG, le PRNG doté d'une clé et génère un flux de nombres pseudo-aléatoires et ce flux est ensuite utilisé pour faire un OR, enfin ou exclusif sur les données à chiffrer. Hein. Là, on voit avec l'accent circonflexe ici. Et ça, c'est juste un générateur de nombres simples, pseudo-aléatoires. Alors, vu que c'est par bloc, il faut rajouter un padding, donc un pet de bourrage, pour le reste du data des données plutôt que si le nombre est pas modulo du bloc à chiffrer. C'est pour ça qu'on rajoute un data. Donc on rajoute des données avec un padding qui correspond à un op pour que à la fin notre charge utile fonctionne. Donc, donc la fonction unpad data lit l'octet et supprime la quantité appropriée de remplissage. Donc oui, parce qu'on n'est pas forcément pile poil sur le bon nombre de remplissage. Notez que cela introduit une limite supérieure à 255 octets, donc bytes pour le remplissage, ce qui est plus que suffisant pour la taille du bloc utilisé dans la pratique. Après, si vous utilisez des blocs plus gros, c'est à vous de recalculer. Ça, c'est un proof of concept. Donc ici, on a le padding. Donc le dernier octet du padding, et là, il va ajuster la taille. Là, nous allons déchiffrer la charge utile. Donc là, on a le code source complet. Donc on va aller le voir. Donc là, on a les codes source complets. On inclut toutes les fonctions, les librairies qu'on a besoin. Donc on a déjà vu là nos clés, hein, le multiplicateur, l'incrément, le stat. Donc la génération de la graine qui permet de renforcer la génération pseudo-aléatoire. La génération du nombre pseudo-aléatoire avec en tant que multiplication plus un incrément, hein, qu'on appelle le multiplicateur qui retourne l'état. On a le padding là qui va compléter notre bloc à chiffrer. Donc toujours le padding là qui va avec le modulo, donc qui va compléter aussi avec le NOP, donc no opération x90. On a le unpad. Donc là c'est à la fin qu'on n'a plus besoin, on déchiffre, on n'a plus besoin de la partie derrière, donc ça on peut l'enlever. On a la fonction de chiffrement, le MBV encrypt. Là, l'inverse, là, qui réapplique une fonction de chiffrement, mais en fait, qui va déchiffrer notre charge utile. Là, on a notre simple charge utile, en fait, c'est juste la message box qui affiche méo méo. On a notre graine. Alors, en cas réel, on pourrait mettre une graine aléatoire, hein, pour que ce soit un peu plus sécurisé. La première chose, c'est qu'on affiche le shellcode original, on met le padding, on affiche le shellcode avec le padding, on chiffre notre shellcode, on affiche le shellcode chiffré, on remet à 0 la graine comme elle était avant, on déchiffre la charge utile, on affiche la charge utile déchiffrée, on enlève le padding sur la charge utile déchiffrée, et une fois que le padding est enlevé là, on va l'exécuter. Donc là, on va allouer de la mémoire virtual alloc. Donc à partir de notre charge utile déchiffrée. Donc là, on va mettre la page mémoire en même commit, donc plutôt. Et cette page sera en mode exécutable, lecture, écriture pour que ça fonctionne. Une fois que ceci est fait là, il faut copier notre shellcode déchiffré dans la mémoire pour qu'il puisse exécuter. Et avec enum desktop A, on va exécuter notre shellcode avec get process windows station. Une fois que tout est fait, là, on libère la mémoire qu'on avait allouée pour les opérations de chiffrement, déchiffrement de notre shellcode, en fait, le tableau. Et on retourne le code 0 pour dire que tout s'est exécuté correctement. Comme d'habitude, il dit qu'il a utilisé MEO, la charge utile, donc ça je viens de le dire, pour vérifier l'exactitude de la logique. En fait, il a affiché toutes les informations, donc qui avaient été expliquées dans le code. Une fois que qu'on a fait ceci, là, il faut le compiler. Donc lui, le compiler dans Kali Linux. Hein, nous, en fait, on peut le compiler sur n'importe quelle distribution Linux. Hein, du moment qu'on peut arriver à installer le cross-compilateur. Donc sur Parrot, là, donc là, vous allez où il y a le code source, là, il faut ouvrir un terminal ici,
on le compile en statique et en permissive. On regarde si on a bien un hack.exe. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est bon. Et après, il faut l'exécuter. Donc on va faire comme lui, on va l'exécuter dans un shell en PowerShell. Donc on ouvre notre shell en PowerShell. On exécute notre fichier hack.exe. Et là, on voit que Meo s'est exécuté, donc notre charge utile a fonctionné. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit le shellcode original, on voit qu'il n'y a pas de PyDin. On voit le shellcode original avec le PyDin, donc on voit qu'il y a eu plusieurs blocs de PyDin qui ont été mis, donc 7 blocs. On a le shellcode qui est chiffré avec le PyDin. Et là, on a le shellcode qui est déchiffré avec le PyDin à la fin. Et on a vu qu'il a affiché Meo, donc ça fonctionne. Donc là, on voit tous les processus. Et comme vous pouvez constater, tout fonctionne parfaitement. Donc là, on va faire un exemple 2 pour virus total. Et surtout, on va mettre que le bloc chiffré pour qu'il le déchiffre. Comme ça, on n'aura pas le bloc original mis directement dans notre binaire. Donc le deuxième exemple sert uniquement à vérifier les résultats sur virus total. Disons que nous avons une charge utile chiffrée et nous la déchiffrons. Donc là, on a le code source. Bon, on peut la réexpliquer un peu. Donc là, on est sur le code source. On a les includes, donc les librairies qu'on inclut. On a toujours la même chose, nos clés, la feed, génération pseudo-aléatoire, le chiffrement, le déchiffrement, notre charge utile. Alors là, on voit que maintenant, notre charge utile, là, elle commence par 1A. C'est bien la charge utile qui est chiffrée, hein. Donc ça, c'est ça la différence. Alors nous, on utilise maintenant que le shellcode chiffré, donc il affiche le shellcode qui va être chiffré, il remet l'acide comme elle était, donc la graine comme elle était avant, et on déchiffre le shellcode, on affiche le shellcode déchiffré, et là on va l'exécuter, hein, comme sur le premier hack.1, donc on alloue la mémoire virtual alloc avec la page, on met tout ça en même comic, on met la page en mode exécutable, en lecture, en écriture, on copie la charge utile déchiffrée grâce à RTL Move Memory et on exécute celle-ci grâce à Enin Desktop. Donc là, elle va être exécutée. Et le programme va bien se terminer en retournant 0. Donc là, il va le compiler. Donc on compile juste le programme qui va déchiffrer la charge utile et va l'exécuter. Là, on voit bien qu'il y a hack2.exe. On va l'exécuter. Donc là, on fait hack2.exe. On fait entrer. Là, on voit que ça fonctionne, mais la charge utile a bien été chargée en mémoire à exécuter. Il nous montre la charge utile qui a été chiffrée ici, et là, on a la charge utile qui est déchiffrée, et ça a été injecté, et tout fonctionne nickel. Alors, comme vous pouvez constater, tout a fonctionné comme prévu. Notez que j'ai utilisé NM Desktop A pour exécuter le shellcode dans les exemples de tous ces articles. Oui. Alors lui, il va télécharger sur virus total, on va faire la même chose et on va voir ce que ça donne au niveau des résultats. Donc on clique sur un navigateur, on va sur virus total, on choisit le fichier, donc on choisit hack2.exe et on confirme le téléversement et on attend l'analyse. Donc là on voit qu'on a beaucoup de détections, on a 21 détections sur 72, c'est un chiffrement assez connu et surtout c'est parce qu'en fait on a mis une graine et une clé qui est complètement, qui est pas terrible. C'est pour ça qu'elle arrive à détecter autant de choses et surtout c'est que toutes les clés et toute la graine sont mises de façon claire dans le fichier. Alors, comme vous pouvez les contacter, c'est le 16 des 71 moteurs antivirus, donc nous on a un peu plus, on a 21 détections qui détectent notre fichier malveillant. Nous avons réduit le nombre de moteurs antivirus qui détectent nos logiciels malveillants de 21 à 16. Ouais, il a dû sûrement faire une détection avant, mais bon, on voit que c'est pas terrible. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues ces techniques intéressantes, donc Blue Team, et ajoutera une arme à l'arsenal aux équipes rouges, donc Red Team. Et puis même à n'importe quelle personne, hein, aux personnes qui sont étudiants, qui s'intéressent à la cryptographie, à la programmation, à RFFI, etc. Donc on voit que c'est une attaque qui a déjà été détectée dans le Mitre attaque. Alors il s'agit que de cas pédagogiques, hein, si je pour apprendre, pas pour faire de bêtises, hein, donc on est là pour lutter contre les menaces malveillantes. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.